Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Bienvenue au 9e forum sur la durabilité. La thématique est la chute de la civilisation moderne et l'avenir de l'humanité. Je m'appelle Sichoy Jade Margaret. Je suis membre de l'Université de la durabilité à Hong Kong. Aujourd'hui, nous avons une session sur la libération des peuples africains qui a commencé le 8 mars dernier, cette année. Nous avons introduit toute une série de nouveaux penseurs africains. Cette formation est co-organisée par l'Université globale de durabilité, Lingam Université, Darja Press, les échanges régionaux asiatiques pour les nouvelles alternatives et le Green Ground Tech Center. L'interprétation est disponible en anglais, en français et en chinois et en espagnol de manière simultanée. Vous aurez une petite icône de globe en bas de votre écran. Nous remercions les interprètes aujourd'hui. En français et en anglais, Marie de Parzia et Yumi Yusan. En anglais et en chinois, Huan Chanmei et Li Monghong. Les interprètes chinois et espagnols, Huang Tongken, Yu Tianyu, Ling Junyan, Chao Yaise. En plus de nos webinaires, nous avons également un streaming en live sur Bilibili, qui est une plateforme de réseaux sociaux très populaire en Chine. Il y a des milliers de jeunes followers qui sont intéressés dans la politique internationale et souhaitent en connaître plus sur des expériences et pensées alternatives. Je vais vous présenter maintenant les orateurs. Dr Firoz Manji, qui est le directeur principal de la série de lecture africaine. Il est professeur adjoint à l'Université de Carleton en études africaines à Ottawa, au Canada, ainsi que directeur de Daraja Press, une maison d'édition qui inspire l'audacité, l'espoir et la réflexion. Michael Newcosmos est un professeur émérite en sciences humaines à l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. Il est également un chercheur auprès de l'Institut Stellenbosch en études avancées en Afrique du Sud. Son livre Thinking Freedom in Africa, donc la pensée africaine de liberté en Afrique, vers une théorie de politique d'émancipation, a été publié en 2016. Il a été récompensé par un prix, le prix de Frantz Fanon, par l'Association philosophique caribéenne. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Firoz. Merci beaucoup, Jade. Merci pour cette introduction. Merci à tous nos interprètes. Vous faites montre d'une grande énergie et d'une grande fidélité. Merci à tous. Ici, mon rôle est assez difficile, je dois l'admettre. Je vais essayer de reprendre un petit peu et d'apporter une certaine réflexion sur toutes ces réunions, sur tous ces cours que nous avons suivis depuis début mars. Je dois avouer que je procède avec hésitation puisqu'il y a eu tellement de richesse, tellement de profondeur à toutes les contributions qui ont été apportées et un simple résumé ne peut rendre justice à toutes ces formidables contributions. Dès lors, inévitablement, je ferai un petit peu l'impasse sur certains sujets, également au service du temps, étant donné que le temps est limité et nous ne pourrons pas couvrir la totalité des contributions qui ont été apportées. J'ai essayé de réunir un petit peu toutes les présentations qui ont été faites afin de vous présenter un petit peu toute une liste de grands titres, dirons-nous, plutôt qu'une simple liste. Il y a quelques rappels, quelques superpositions entre les différentes thématiques qui ont été communes. Je pense que tout d'abord, le contexte c'est que la civilisation et les civilisations africaines qui ont émergé et qui ont prospéré pendant des milliers d'années
représente une richesse sans parallèle. C'est un espace où de grandes civilisations se sont installées. C'était la même chose en Asie, mais voilà, comme je l'ai dit, c'était aussi la même chose en Afrique, à une époque où d'autres régions n'étaient que des tribus peu civilisées. Le professeur Yoporeka Sommet nous a parlé de ces grandes anciennes civilisations africaines. Il nous a apporté une présentation générale remarquable sur toutes ces anciennes civilisations sur le continent africain, et notamment sur la partie que l'on appelle aujourd'hui l'Asie occidentale, en nous présentant des milliers d'années d'évolution et de civilisation. Il a souligné les migrations, les mouvements migratoires qu'on a pu observer depuis l'Afrique vers d'autres continents et d'autres îles à travers le monde entier. Bon nombre de ces civilisations étaient bien plus avancées que celles que l'on pouvait observer ailleurs sur d'autres continents, notamment en Europe, avec de grands empires comme le Ghana, le Mali, Mossi, Songhai, Zimbabwe et bien d'autres. Il nous a présenté les prémices de l'écriture, des mathématiques, des sciences, de la technologie, des arts, de la culture. Il nous a présenté une perspective de ce que qu'elle est à l'encontre de ce que certains penseurs comme Hegel pouvaient dire en disant que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Ce qui a été vraiment frappant pour moi, et l'une des remarques les plus importantes, c'était que avant la période coloniale et d'esclavage, et la traite des esclaves de la part des Européens, et avant la période de colonialisme, environ autour de l'année 1600, la population sur le continent était estimée à environ 800 millions de personnes. Et en 1960, environ, pendant cette période d'indépendance nationale, la population avait été décimée et le chiffre était tombé à moins de 800. C'est-à-dire que la population a été tombée à 200 millions au lieu de 800 millions. Un effondrement. Il y avait une volonté systématique de détruire d'éliminer toutes les preuves de la civilisation africaine. C'était une période où cette pensée d'émancipation a pu commencer à naître, et c'est ce que nous présentera plus tard Michael dans sa présentation. Donc cette décimation des populations africaines, que s'est-il passé exactement? On a pu observer certaines déclarations dans certains livres où, à l'époque, ces grandes civilisations s'étaient même installées dans la péninsule ibérique. Et à l'époque où la reine Isabelle a pu, grâce au financement des Italiens de l'époque, renverser les empires morts installés en Espagne actuelle via les tortures, via l'éradication. C'est la même année qu'ils ont sponsorisé le célèbre marin portugais Christophe Colomb, qui a découvert par accident les Caraïbes et plus tard l'Amérique. Et avec la bénédiction du Vatican, cela a lancé l'établissement de ce qu'on appelle la doctrine de découverte, avec des véritables génocides sur toutes les populations locales dans les Amériques qui n'étaient pas considérées comme étant des êtres humains.
Dès lors, ce génocide de toutes ces populations ont subi le même sort que d'autres populations. Et le fait de ne pas être considérés comme des êtres humains a permis de justifier leur traite en tant qu'esclaves et de les vendre. Ils n'étaient traités que comme du bétail. Ces personnes étaient malheureusement destinées à n'être que des esclaves. On a vu ainsi la naissance du début de l'histoire de l'esclavage. À l'époque, l'espérance de vie des esclaves était de 5 ans quand ils travaillaient dans les champs de sucre. Ils devaient donc remplacer régulièrement leurs esclaves. Et pendant près de 200 ans, il s'agissait d'un élément central de la culture locale. Et ces esclaves mouraient dans des conditions atroces dans les plantations de sucre et de canne à sucre. Donc ces esclaves n'étaient pas seulement des esclaves, mais en fait, ils étaient des personnes qui avaient été importées, arrachées à l'Afrique, qui portaient en eux leurs souvenirs, leur culture. Il n'était donc pas surprenant que beaucoup d'entre eux ont essayé de lutter contre l'esclavage et de monter des colonies, de mettre en place des colonies. Et ce qui est surprenant, c'est que certaines ont réussi à mettre en place un système de révolution en rassemblant des personnes qui avaient récemment été transportées depuis l'Afrique vers ces îles des Caraïbes et ont mis en place la République d'Haïti. Cette révolution se déclarait comme voulant porter la Révolution française à un autre niveau en disant que tous les hommes étaient des êtres humains. On se souviendra que ces esclaves ont vaincu les Espagnols, les Français, les Britanniques et encore les Français, en créant ainsi une grande crise face à l'empire de Napoléon. Et par conséquent, la France a dû vendre la Louisiane au pays naissant à l'époque, qui était les États-Unis. Ils ont donc contribué à la création des États-Unis. Il s'agissait d'une période critique et cela reste aujourd'hui. C'est grâce au travail africain que finalement cet État, la Louisiane, est né et que les États-Unis eux-mêmes sont nés. Dans ma présentation, j'essaye moi-même de parler de cette question. Qu'est-ce que cela signifie d'être africain? J'ai écrit sur bon nombre de grandes personnes, Frantz Fanon, etc. Et le terme africain est une invention des Européens qui désignait des personnes qui étaient moins qu'humains, non humains. Il est important de reconnaître que les personnes issus d'Afrique ne s'appelaient pas, eux, Africains à la base. Ils étaient associés à des petits territoires ou à des empires locaux. Et ce concept d'Africain ou d'Afrique en soi n'était pas à la base quelque chose qui était local. C'est une notion qui a été inventée par les Européens. C'était un terme péjoratif qui a été inventé, qui était en fait un raccourci pour non-humain. Cette doctrine a permis de justifier l'esclavage, les génocides. Et ce terme, comme beaucoup d'autres qui ont été inventés par les Européens, a été en fait approprié par les mouvements coloniaux, notamment pendant la période après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été repris aussi par les mouvements anticoloniaux pour exprimer leur idée de libération et de nationalisme. Presque tous les partis africains ont repris ce terme africain dans leur propagande, dans leur campagne. Et je pense que c'est un point très important parce que c'est ensuite seulement que l'Afrique s'est connectée à cette idée de liberté.
C'est comme ça qu'elle a pu avoir fièrement exprimé son émancipation. Malheureusement, après les mouvements d'indépendance et les nouveaux systèmes d'élite et ces nouvelles élites ont systématiquement coupé le lien avec les Africains. Donc, finalement, il s'agissait tout simplement d'une occupation de l'ancien système colonial et par conséquent, les populations, les Africains, se sont détachés de toute notion, de toute association d'émancipation. Et peu à peu, il ne s'agissait plus que d'un terme accessoire. On a fait face à une dégénération des politiques. J'ai expliqué dans cette présentation qu'il n'est pas possible de comprendre ou ne serait-ce que de reconnaître l'humanité des peuples africains sans prendre en compte leur longue histoire et leur longue histoire de lutte et de combat. Il est désolant de voir qu'il y a eu tellement de livres, de textes sur l'émancipation, la liberté, qui n'ont pas qui n'ont pas pris en compte les luttes, les combats des peuples africains, comme si on apprenait seulement de la part de l'Occident, seulement de leur grande lutte à eux. Et ça, on ne peut apporter un changement que si dans les politiques africaines, on comprend ces histoires, cette lutte, et on les surmonte pour comprendre et apporter cette contribution à l'échelle internationale. Comprendre les expériences, comme l'a expliqué Cabral, pour les présenter au monde entier. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la présentation qui se concentrait davantage sur les luttes de libération. Le professeur Michel Gitaï-Mongo nous a parlé des femmes africaines dans la lutte pour la libération et de l'esprit de Hutu et Ubuntu. Il s'agit d'un élément central de la présentation de Michel, Hutu et Ubuntu. Il s'agit du cœur de son argument. C'est que qu'aucune vraie pensée religieuse ne peut être réduite en esclavage tant qu'elle est vivace. Dans la plupart de l'histoire africaine, le rôle des femmes a été passé sous silence dans la lutte pour la libération. Et je pense qu'il est important, et c'est ce que le professeur a présenté, elle nous a parlé de femmes qui ont fait partie de cette lutte, avec des personnalités telles que Iya Asatewa, qui était une importante reine du peuple du Ghana au XXe siècle, Mbuya Nganda, qui était célèbre, qui était une prêtresse, une médium dans la région de Shimbada, au Zimbabwe. Entre 1913 et 1914, nous avions Mekatili Limre Menza, qui était une prêtresse à Kayafongo, et d'autres également présentes au Kenya, et qui a mené aussi la lutte armée contre le gouvernement britannique. Nous avons aussi l'exemple de la révolte des femmes en 1929 à l'est du Nigeria, encore une autre à Yorumbola au Nigeria entre 1947-48 et qui a été commémorée par Wole Soyinka à Ake, dont on parle, quand on en parle, on parle de la grande révolte. Les femmes ont joué un rôle central dans la lutte, notamment pour mettre fin à l'apartheid. Près de 20 000 femmes ont rédigé des textes qui ont été brûlés. Et aujourd'hui, on le commémore dans la Journée nationale des femmes en Afrique du Sud.
Le professeur nous a également parlé de Field Marshal Mukonika Wakerima, qui était à la tête d'un mouvement de lutte au Kenya contre l'armée, et l'armée l'appelait Momo. Le professeur Issa Shidfi nous a également apporté des éléments très importants, des réflexions sur l'idée de panafricanisme, avec une présentation historique très riche sur le panafricanisme. Le professeur soulignait qu'il s'agit d'une perspective qui a été fondée aux États-Unis, dans la région des Caraïbes, par des personnes telles que Kwame Nkrumah et Julius Nyerere, qui ont établi les limites de l'intégration économique. Ce mouvement a été fondamental et il y a eu quelques contentieux avec des personnes telles que Margus Garvey qui avaient des points de vue différents et qui voulaient que les peuples africains rentrent en Afrique et et établissent en place un empire africain qui pourrait rivaliser avec celui de l'Europe. C'était un rêve qui ne pouvait être atteint. Car pour ce faire, il aurait fallu détruire et réduire en esclavage des secteurs entiers des nombres de l'humanité en Europe et en Asie. Il s'agissait d'un point de vue qui a été remis en question. Le tournant du panafricanisme a été quand le secrétaire d'État a demandé une libération des peuples africains et de faire valoir leurs droits démocratiques où ils ont pu enfin s'exprimer, notamment aux États-Unis. Ce projet allait à l'encontre de celui de Kwame Nkrumah. Mais il s'agissait là de la naissance d'un mouvement qui a pu définir un potentiel projet national qui pourrait mener plus tard à l'indépendance, ce qui, à terme, a dégénéré en nationalisme. Et la distinction entre ces deux parties, entre le nationalisme et le projet national, c'est que le projet national était inclusif. Il s'agit d'un projet bien plus avancé, bien plus social, tandis que le nationalisme est exclusif. Il se définit dans le fait qu'on se sépare des autres, les autres ne sont pas comme nous. Donc, pour que le projet commun national naisse, il doit venir de la population et non de l'élite, comme on a pu l'expliquer dans la réunion sur l'Union africaine. La libération nationale doit toujours être portée par le peuple. Elle doit être contre l'impérialisme. Et l'espace social est central pour tout concept de panafricanisme. Une des choses qui ont émergé pendant la période d'indépendance, c'est-à-dire la polarisation, pour la guerre froide entre les États-Unis et la Chine, et
l'Union soviétique, c'était l'émergence de la conférence de Bandung et ce qu'on appelait à cette époque-là le tiers-monde. Et face à cette guerre froide, les leaders nationalistes ont établi le mouvement Bahreïn. Et un des résultats importants de cela, c'était l'établissement de ce que beaucoup de monde a terminé, c'était l'établissement d'un mouvement d'écrivains très dynamique, d'écrivains afro-asiatiques, dans lequel presque tous les penseurs principaux et les écrivains dans le mouvement ont contribué des poésies, des autres œuvres littéraires, et il est devenu une magazine très dynamique. Mais ensuite, elle a divisé comme résultat des différends entre la Chine et l'Union soviétique. Et une magazine parallèle est née, qui était influée par les suiveurs de Mao, qui avait une base en Chine aussi. Et Tariq Mahmoud, l'œuvre de Tariq Mahmoud, des matériaux qui ont été publiés dans les deux magazines, est merveilleuse. C'est une très belle réflexion que la Université globale de durabilité qui est basée en Chine a fait possible cette série de conférences de la libération africaine. Et les prochaines présentations sont de la néocolonialisme et l'extractivisme. C'était établi dans une grande partie d'Afrique. L'idée, c'était qu'on a établi une nouvelle forme de colonialisme, un néocolonialisme. Et le pillage des ressources des Africains par les États-Unis et Europe. Dongo Sabasila et Fanny Pigeot ont fait une présentation très intéressante sur l'impérialisme monétaire en Afrique du Ouest, où il y a un exemple frappant de comment la France contrôlait les devises de l'Afrique à travers une utilisation puissante de leurs devises, et ainsi garantissant que ces pays sont contrôlés économiquement et alors politiquement aussi. Et elles ont parlé d'une façon très élégante de comment on exerçait le contrôle. Et il y a un livre excellent sur ce thème. Et c'est que, comme elles ont parlé des colonies françaises, et le fait, c'est qu'en effet, aux États-Unis, on fait exactement la même chose. Tout le commerce doit se réaliser en dollars. Et ça se passe depuis la séparation du dollar du standard absolu pendant les années 70. Yao Graham a parlé des minéraux et la lutte de l'Afrique pour le discours de politique et pratique. Et Yao
est le leader du réseau africain du tiers-monde. Il a parlé de l'extraction des ressources naturelles et des politiques inefficaces des gouvernements et la collusion et les intérêts de se allier avec ces corporations. Et les luttes populaires ont contribué à changer ces forces, ces luttes. Mais il y a une contention constante et l'hégémonie de l'exportation des matières premières a été minée même parmi les élites africaines. Et les thèmes qu'a mentionné Nimobashi dans son livre de Cooking a Continent, la connexion entre l'extraction de ressources naturelles qui inclut les nappes phréatiques est quelque chose qui est reconnu partout. Nimo a montré la relation directe entre le chaos climatique comme résultat de l'extractivisme, pas seulement des ressources minérales, mais aussi l'extractivisme de l'agriculture industrielle, qui est une sorte d'extraction qui dépend sur les engrais, des sprays empoisonnés ou toxiques pour essayer de contrôler les pestes, garder le charbon dans le trou et le pétrole dans les sables, a dit Nimo. Un autre aspect du néocolonisme est présenté par Samar al-Balouchi et Brittany Mash, qui ont parlé de la militarisation et la suppression des mouvements populaires. Les États-Unis a un réseau sans pareil de bases militaires partout dans le monde, à peu près 800. Et tandis que ces bases militaires sont souvent présentées au public américain comme des infrastructures défensives, en réalité, elles sont des structures offensives qui constituent un component clé de la projection de pouvoir des États-Unis. Et AFRICOM, qui a été établi en 2007 sous l'administration de Bush, a commencé à opérer en 2008 sous le président Obama, couvre le continent africain à l'exception de l'Égypte et destiné à élargir et protéger les intérêts politiques et économiques des États-Unis dans la région. Aujourd'hui, AFRICOM a à peu près 29 facilités militaires en 15 pays. Et ça exclut la collusion et la collaboration du militaire partout dans l'Afrique, à travers l'Afrique avec les États-Unis. La militarisation est connectée intimement, pas uniquement avec le fondamentalisme militant et nationalisme, mais aussi parmi les hiérarchies de race, classe, genre et sexualité, et la formation des histoires nationales de façon qui glorifie et légitimise l'action militaire. Et ils ont donné des détails de la militarisation par les États-Unis en Soudan, Éthiopie, Somalie, Kenya et le Sahel. Mais ce n'est pas comme si ce qui Fanon a appelé les damnés de la terre, en anglais the wretched of the earth, ce n'est pas comme s'ils restent en silence face à l'exploitation, la militarisation et des attaques. Et on était très fiers d'avoir du côté pour parler de la lutte
de Baz Manjolo, qui était du mouvement d'habitants de bidonville en Afrique du Sud. Ça, c'est le mouvement plus grand d'habitants de bidonville en Afrique, compris de plus de 100 000 membres. Et quand Abda Abarlai remet en cause la démocratie, la liberté, l'humanité, c'est aussi une pratique. Ils voient leur mandat et leur tâche, c'est de humaniser le monde, comme Spoo l'exprime. Abarlai a été à la tête du mouvement contre la culture de xénophobie, ou plutôt le racisme contre les peuples africains et d'autres gens. Il a été pathologisé et décrit comme autre chose qui n'est pas des humains civilisés. Et voilà. Voilà, ils ont été décrits comme ce que Michael Neocosmos décrit comme la société incivile. Ça ne comprend pas les complexités du soi-disant développement. Comment est-ce qu'ils pensent que comment est-ce que les habitants des bidonvilles peuvent penser? Et on va parler de la centralité de la reconnaissance. Comment est-ce que les damnés de la terre peuvent penser? Et une autre perspective des établissements informels qui est venue de Kenya, de Kekeshe Gashishi et Marianne Kassina Gatanga Ndungo, et qui ont parlé des réponses des États aux luttes populaires dans des établissements urbains informels de Kenya, soulignant les expériences d'Abalai en comment l'État cherche systématiquement à éliminer la proteste de ce qu'il considère jetable. Et comme la pandémie de COVID a illustré très bien, comme on a donné des perspectives différentes. Ceux des foyers de la classe moyenne ont été percés par des aiguilles, tandis que ceux dans des établissements informels ont été percés par des balles. Boaventura Monjan aussi a abordé la question des damnés de la terre pour la lutte de la terre et la libération du pouvoir d'action rural et des luttes paysannes au passé et dans l'actualité. Le extractivisme agraire et du capital a été le plus pénétrant dans la campagne, qui a causé des conflits, des déplacements des communautés locales de paysans et, dans les pires des cas, des morts. Que ça montre comme seule une alliance avec des ONG, des activistes, ils se sont positionnés fortement contre telle dynamique et ils ont levé leur voix en remettant en cause des logiques développementalistes qu'on leur impose, mais qui les arrachent leurs moyens de production et violent leurs droits. Les mouvements de résistance au capital se passent partout dans la région, même si la réponse a été répression des États. Ces résistances sont fondamentaux pour démocratiser les démocraties. Hansa Amushen et Musan Almil ont parlé des révoltes populaires en Afrique du Nord. Il y a 10 ans, les révoltes arabes ont été célébrées comme des événements qui ont changé le monde. L'expérience émancipatoire était si contagieuse qu'ils ont inspiré les gens partout dans le monde. Des occupants de Londres à Wall Street et les indignados étaient fiers à marcher comme un Égyptien. Le processus révolutionnaire qui a eu lieu partout dans l'Afrique du Nord et l'Asie du Ouest
a vu des autres débats, des gains et des revers qui ont matérialisé dans une transition libérale démocratique en Tunisie. Et il y a eu des révolutions, des contre-révolutions en autres pays. Mais je crois que ça, c'est une leçon pour reconnaître que des révolutions ne sont pas des processus linéaires, qu'ils souffrent les autres débats. Et ce qu'on a vu dans la région, c'est comme premier acte, deuxième scène d'une pièce beaucoup plus longue. Et ça a mené à quelques pundits à prononcer la peine de mort à la révolution, qui et cette fois-ci, ça a commencé de Soudan en 2018, qui est allé à Algérie, à Libanon, etc. On a vu des très grands mouvements radicaux. Nuzan al-Nil a donné une petite histoire de Soudan entre décembre 2018 jusqu'à 2020, comment on a soutenu les protestes face à la violence statale et l'évolution des outils de proteste. Et de 2019 jusqu'à 2021, mais aussi le rejet populaire au coup de octobre 25. Les trois, pas de négociation, pas de partenariat et pas de légitimité. Que c'est très important de reconnaître que la puissance de ce mouvement et Salah Maman aussi a fait une présentation pareille de la résistance populaire contre les forces armées en Soudan. Okay. On vient à l'idée de penser, la liberté de penser. Michael Neocosmos, dans sa présentation, qui était très fascinante, et mentionne qu'après tous les sacrifices faits par le peuple africain pendant beaucoup d'années pour se libérer de l'oppression de l'esclavage et le colonialisme, malheureusement, il faut avouer que l'Afrique n'a pas encore atteint la liberté ou eu. Il faut comprendre pourquoi ça s'est passé. C'est important à analyser cet état et les nouvelles formes d'oppression. D'un côté, et ce qu'il appelle les idiomes des luttes populaires de résistance à l'autre côté. Il croit que ce qui est central à n'importe quelle pensée de l'émancipation, c'est la nature des gens d'un côté et le pouvoir organisé. Et comme l'État a permis la croissance d'une grande inégalité entre ceux qui étaient riches et ceux qui étaient dominés. Aujourd'hui, il dit l'État en Afrique est sans doute un État capitaliste néocolonialiste. Et quand la résistance populaire a excédé les paramètres des règles sociales et quand il a donné l'idée de l'humanité universelle, quand son résistance a été orientée par l'émancipation d'une section large de la population et pas seulement défendre les intérêts des riches. On a regardé quelques événements historiques et on va aborder ça tout à l'heure. Il a souligné comment on a fondé ou comment l'État néocolonialiste est fondé
sur la majorité de la population qui sont gouvernés comme s'ils étaient l'ennemi ou potentiellement l'ennemi. On a contrasté la société civile avec la société incivile, que les premières avaient des droits et les deuxièmes n'avaient pas de droits. Les droits étaient reniés et ils ne sont pas capables de penser. Et la séance, la peine, la avant-dernière séance, c'était de Fanon, hier, aujourd'hui et demain, avec Nigel Gibson, Tussé Lossier, Sam Jabert et Lou Turner, avec Elizabeth Berger et Jean Reed. Voilà, on a eu Nigel Gibson, Tussé Lossier, Samar Jabert de Palestine et Lou Turner. Et on a eu la chance d'avoir des interventions d'autres écrivains, s'y inclut Elizabeth Berger et Jean Reed. Le panel était basé sur les idées d'une grande collection d'écritures à travers du monde, Palestine, Pakistan, Irlande, aux États-Unis, Amérique latine, Afrique et plus de là. Et comment les nouvelles générations découvrent leur mission de humaniser le monde. Et pourquoi Fanon, pourquoi maintenant pour les damnés de la terre? Les conditions n'ont pas amélioré depuis l'époque de Fanon. Et en quelques cas, ils sont devenus pires. La raison est les révoltes sont inescapables. Simplement parce que, comme a écrit Fanon, il est devenu impossible pour eux à respirer dans plus d'un sens du mot. To each and every one of the presenters during this series on the struggle of African peoples for freedom and emancipation. It has been such a rich and valuable Nous avons eu des échanges particulièrement riches, particulièrement développés. Je sais, j'ai bien conscience de ne pas rendre justice à la richesse des échanges qui ont été faits. Mais j'aimerais particulièrement remercier le professeur Jade Kinchi et au groupe d'interprètes qui ont été présents à chacune de ces réunions. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé, à tous les orateurs. Un grand merci aux milliers de participants qui ont rejoint sur Bilibili, sur le réseau social chinois, qui ont toujours posé des questions très pertinentes, très intéressantes. Merci à tous d'avoir pu participer à ces réunions et j'espère que vous nous rejoindrez aux prochaines. Maintenant, je vais laisser la parole à Michael Neocosmos. Merci. Merci beaucoup, Firoz. Maintenant, nous allons inviter Michael à nous présenter son livre sur les pensées et les penseurs africains. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai intitulé ma présentation qui en essence est une proposition pour les prochaines sessions de réunion de la politique africaine de l'Antiquité à aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait commencer par dire que moi et Firoz, d'après nous, il est impératif de réaffirmer les contributions des pensées africaines dans l'histoire. Et il est essentiel d'affirmer ces contributions. Notre but n'était pas seulement de présenter comment les individus et les peuples ont résisté, comment ils sont impliqués dans la scène politique de leur pays et dans plusieurs pays, mais aussi d'exprimer comment ils ont pensé, quelle était leur pensée, comment ils ont pu rédiger, écrire divers documents à ce sujet. Et malheureusement,
Souvent, ces documents ont été ignorés et pour un bon nombre de personnes, l'Afrique a été qualifiée comme étant n'ayant pas d'histoire et que on disait que les Africains n'avaient pas été impliqués dans l'histoire. C'est ce que disait Hegel. Et pour reciter Hegel, il est important de noter que récemment, un ancien président français, M. Sarkozy, a lui-même fait une remarque particulièrement raciste en juillet 2007, où il expliquait que le drame de l'Afrique consiste dans le fait que les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Fin de citation. Donc, cette vision est toujours présente, comme quoi les Africains se sont exclus eux-mêmes de l'histoire et qu'ils n'ont pas d'histoire et qu'ils n'y ont pas participé, comme s'ils n'avaient rien fait ou rien dit de valeur. Cette vision historique de l'Africain s'est installée et a impliqué une absence d'histoire collective sur le continent et l'absence de pensée politique elle-même. Mais de fait, il y a des preuves de grandes civilisations antiques en Afrique, telles qu'en Égypte, et elles ont été reconnues. Mais en parallèle, ces civilisations ont été désafricanisées en étant rattachées, par exemple, à la Mésopotamie, à la Grèce, afin de les blanchir, de blanchir ses habitants et de les inclure davantage au Moyen-Orient. Nous avons donc une distorsion de l'histoire de l'humanité en prenant un point de vue politique blanc, raciste, qui est principalement né en 1992 avec la Renaissance européenne et les aventures coloniales qui ont dominé l'histoire avec la traite des esclaves dans l'Atlantique et qui ont façonné le monde politique. Donc, d'une part, l'histoire africaine a été effacée et d'autre part, les peuples ont été réduits en esclavage et on remettait en question les preuves historiques. On a redécouvert l'histoire africaine de la part d'intellectuels lors des luttes de l'indépendance. À quelques exceptions près, ce n'étaient pas des intellectuels occidentaux qui étaient à la recherche de ces informations. Il faut donc regarder ailleurs parce que ce sont les masses politiques qui sont à la source de la culture et qui sont les seules entités qui soient vraiment capables de préserver et de créer cette culture et de créer l'histoire. En d'autres termes, ce sont les masses populaires étaient considérées comme étant créatrices d'histoire, mais pas évoluées, entre guillemets, et pas à l'origine de littérature. Cela suggérait que les Africains étaient capables de pensée politique basée sur une culture africaine et les contributions des intellectuels en raison de leur assimilation culturelle au mode de pensée occidental, eux étaient considérés comme étant de nature différente. Si vous regardez plus en détail, la pensée politique ainsi que les différentes pratiques qui en vont de pair ont concerné en Afrique l'analyse de l'État et de son pouvoir, mais aussi la pensée collective des peuples qui, d'une part, ont tenté d'exercer un contrôle sur leur vie et sont donc entrés en conflit souvent avec cet État. Et en d'autres termes, la pensée politique concernait le problème central de l'histoire de l'humanité, c'était que pour créer une communauté politique commune avec justice et respect mutuel,
il fallait trouver une solution. Il n'est donc pas surprenant que les Africains aient eu une pensée politique dès le début, dès ce qu'on appelait la révolution néolithique, jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, on peut retrouver la pensée politique dès l'époque des grands pharaons en Égypte. On ne peut pas s'empêcher de revenir au néolithique, car on ne parle pas seulement de l'établissement de l'agriculture sédentaire de l'humanité, mais aussi des conséquences de l'émergence d'une classe ou de classes qui ne soient pas directement engagées dans les activités de production et qui avaient aussi le temps de penser, de réfléchir et de mettre en place un État centralisé. Alors, bien sûr, c'est grâce au Nil et à sa fertilité que cela a pu être possible. L'émergence de l'État en ancienne Égypte aurait eu lieu environ 3200 ou 2600 ans avant notre ère. J'aimerais ajouter que cela ne veut pas dire que la pensée politique, elle, doit se réduire à l'État lui-même. Il faut plutôt retrouver ce type de pensée dès le début avec une confrontation intellectuelle avec la question de la justice dans un contexte d'État de droit. S'il n'y a pas d'État, les sociétés trouvent un moyen de s'assurer que ceux qui vont à l'encontre des normes sociales soient traités de manière raisonnable. Et ce n'est plus le cas s'il y a une classe dirigeante, car il y a une hiérarchie et qui va à l'encontre du système égalitaire. En Égypte, ces conditions ont été avec l'idée d'universalisation de maths, c'est-à-dire la justice, avec la vie après la mort. Et sans cela, la société très certainement serait effondrée. En d'autres termes, dès le début de l'humanité, la pensée politique peut être perçue pas seulement comme étant une gestion, un exercice de pouvoir, mais aussi pour les relations et le lien entre le pouvoir et les personnes qui le gouvernent. Cette idée de maths, de justice, cette compréhension collective de la vérité et plus généralement d'une vie éthique que le pharaon devait incarner et défendre. De plus, il est intéressant de remarquer que son origine sont africaines. Elles viennent de l'Égypte supérieure, donc c'est ce qu'on appelle la Nubie ou les royaumes de Couche ou d'Éthiopie qui correspondent aujourd'hui au Soudan. Ce concept de maths, de justice, comme étant un système d'ordre, était tellement important dans l'Antiquité que ses effets se seraient étendus en dehors de l'Égypte. Par exemple, on dit que ce concept aurait eu une profonde influence sur la création des États. Cette idée suggère que dès sa première manifestation, la pensée politique en Afrique a insisté sur une compréhension d'humanité centrale comme étant le cœur de la liberté. Cette idée s'exprime dans plusieurs formes dans l'histoire. Si on avance un petit peu dans le temps, l'influence des pensées africains au nord du continent et sur les pensées occidentales qui ont souvent été réunies sous l'idée des philosophes islamiques, par exemple Ibn Rushd et Ibn Khaldun. Ces personnes ont également apporté des contributions similaires à la pensée intellectuelle en apportant parmi les plus précoces commentaires, notamment sur les classiques grecs. Plus tard, la résistance à l'oppression sous forme d'esclavage a pris naissance sur les continents et plus tard, on les a retrouvés dans les Amériques. En somme, les esclaves ne pouvaient pas exprimer leur volonté et les Africains, de fait, étaient, eux, très influents de bien des manières sur la pensée historique.
On peut donc sans hésitation affirmer que les Africains ont contribué à la théorie politique dans le sens le plus général du terme et pas seulement à la pensée africaine. Autre exemple de texte qui parle de la pensée politique en général en Afrique, c'est Reading African Thought, un document rédigé par Gideon Cyrus Mitso. Il a contribué au concept patriarcal de politique. Seuls ceux qui avaient contribué à la libération du continent pensaient à ce processus. C'était un processus le processus de politique venait du bas vers le haut. Dans la période précoloniale, coloniale et postcoloniale, l'objectif était de contribuer à l'histoire. Donc, the pre-colonial. Now, this proposed course makes an explicit attempt to move il s'agit beyond d'une tentative précise de dépasser la périodisation traditionnelle, car l'objectif était de faire la différence entre les séquences subjectives de pensée en 7 sections différentes. En bref, il s'agit que les problèmes, les questions posées et les moyens d'y répondre sont dans le même ordre dans chaque séquence. Par exemple, les discours religieux sont dans une seule séquence, la tradition est plutôt dans une autre séquence, la liberté populaire dans une autre, etc., etc. L'État-nation dans une autre. Et en parallèle, une autre vision, dans une autre vision plus moderne, nous avons essayé de garantir l'expression populaire en prenant en compte les femmes penseurs. Dans ce contexte, il est important de rappeler que les pensées politiques et déclarations ne prennent pas exclusivement la forme de documents académiques ou discours politiques. Plusieurs langues ont été mobilisées historiquement pour exprimer la pensée politique. La poésie, par exemple, ainsi que les textes religieux qui ont bien exprimé, ont été particulièrement importants, pas seulement parce que la religion a été présente pendant des millénaires, mais aussi parce que les vers politiques pouvaient avoir un bon effet dans certaines conditions. C'est d'autant plus le cas car plusieurs traditions africaines possèdent une culture d'expression politique poétique. Par exemple, Soraya. Partout parmi la diaspora africaine. Et enfin, en préparant cette séance, ce qui est devenu apparent, et on espère que cet effort modeste va stimuler les étudiants à explorer ce thème plus profondément. Cette sélection de thèmes, qu'on espère que sera guidée par plusieurs critères que je crois que sont essentiels. Tout d'abord, on a essayé à inclure des thèmes de tout le continent, plus large géographique et culturel possible. Ça, c'est très important. On a été guidé par les pensées qui est apparent. Dès qu'on fait un effort pour chercher des matériaux et des régions, des thèmes de discussion, on ne peut plus dire que les textes de théorie politique africaine n'existent pas. Ça, c'est une excuse pour le racisme et l'ignorance de toute façon. Et on a rétrocédé dans l'histoire africaine le plus possible. Et on a fait un effort conscient pour inclure des contributions des personnes puissantes et pas si puissantes. C'est parce que les voix populaires ont été silenciées. Mais on peut montrer qu'ils ont contribué beaucoup à la liberté des académiciens, tant anciens comme modernes.
ont contribué beaucoup, mais on n'a pas réduit les contributions aux académiciens. On a inclus des gens de toutes, partout, et de toutes occupations et de tous métiers. Et on a fait un effort pour inclure des auteurs. Et oui, donner l'importance de ce que Nawal El-Saoudi a appelé le visage caché de Yves. On a essayé de redresser l'équilibre un peu. Je suis consciente que je n'ai pas pu aller aussi suffisamment loin dans cet effort. Mais bon, historiquement, la politique a été le domaine des hommes, pas comme par exemple dans la littérature japonaise où les commentaires des femmes dans la politique de cours sont disponibles. Tels narratifs ne sont pas si apparents dans les cultures africaines. En quatrième lieu, comme on a inclus des auteurs de beaucoup de différents métiers, ça a été très important à inclure des textes qui n'ont pas été écrits dans des idiomes qu'on classifierait normalement comme politiques. On sait de la recherche historique dans le subcontinent indien, par exemple, que beaucoup de narratifs nationalistes ont pris la forme de poésie épique et ont été exprimés dans des idiomes religieux. On a inclus ici plusieurs. Et avec des œuvres poétiques desquelles il y a une longue tradition dans des sociétés africaines, ont donné une compréhension de soucis populaires que des écritures académiques ont souvent raté. Et on a aussi posé des questions différentes de la politique en Afrique qui ont nécessité une examination profonde. Et en plus, la participation de ces écrivains dans des luttes populaires anticoloniales les rend des témoins importants des luttes actuelles. Et peut-être il faudra dédier plusieurs séances à eux. Et dernièrement, il faudra aussi proposer des textes écrits par des penseurs africains qui n'abordent pas exclusivement des problèmes africains. On a fait cela pour insister que les Africains ont contribué aux pensées de la politique en général. L'idée, c'est de diviser les séances dans des sections qui comprises des séquences différentes. On vous a déjà montré, il y en a 7 en total. La périodisation est comme suivant. C'est la pensée statale, la pensée populaire dans les civilisations africaines. Entre 300 avant Christ et le 13e siècle, la deuxième section, c'est des spécialistes africains classiques de pensée politique, ce qu'on considère normalement comme des spécialistes africains qui écrivent en arabe. La troisième section traite par les Africains qui pensent contre l'esclavage et les pensées contre le colonialisme entre les siècles 17 et 20. La section 4 traite des exemples plus connus de pensée nationaliste africaine et les luttes populaires entre les années 50 aux années 80. La section 5, c'est la construction des nations post-indépendance et la construction des États, très important sur le continent pendant la période post-indépendance. La 6e section, c'est d'analyser et débattre l'état post-colonial, l'état et la société post-coloniale. Ouais, on a analysé et on a débattu la nature de l'état post-colonial et la dernière section, c'est la néocolonie, les narratifs intellectuels et populaires.
de la néocolonie des années 80 jusqu'au présent. Ces sections ou parties proposent une périodisation différente et originale, et chacune de ces parties commencera avec une introduction qui souligne l'importance des textes. Et chaque introduction aura une section de lecture ultérieure, et surtout de ces pays qui n'ont pas été présents autrement. Et on espère que les résultats de cette course, après cette course, il y aura moins d'excuses d'imaginer que les Africains n'ont pas fait partie de la création de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de questions. OK, maintenant, je vais les écrire dans le chat. OK, je vais les lire une à une. Quelles sont les possibilités de la solidarité économique et l'intégration pour l'Afrique pour améliorer l'autonomie de l'Afrique? Y a-t-il eu des expériences spécifiques de panafricanisme qui ont abordé les thèmes économiques? Et la deuxième question, c'est depuis COVID-19, on a commencé à considérer beaucoup des questions de santé et de regarder l'histoire de comment la médecine traditionnelle a lutté contre les pandémies. Je me demande comment l'Afrique aborde des problèmes de santé comme sida, malaria et COVID-19. Vous utilisez encore les médecines traditionnelles? Il me paraît qu'on brûle beaucoup d'argent en Afrique. Il y en a deux autres. Je vais les écrire maintenant. Numéro 3, c'est pour le professeur Neocosmes. Vous pouvez nous dire plus de l'idée de maths? Et le numéro 4, c'est pour le professeur Neocosmos aussi. En Chine, on parle de la civilisation écologique. Y a-t-il des pensées agroécologiques importantes en Afrique avec la révolution néolithique qui serait pertinent au développementalisme moderne? Maybe we would like to invite two speakers to respond first. On voudrait inviter nos intervenants à parler d'abord et après on peut faire une partie de questions et réponses. Répondre aux premières deux questions et moi je vais répondre aux autres deux. Bon, ce sont des questions difficiles. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu des expériences spécifiques en panafricanisme. Il y a eu des efforts régionaux. Mais je crois que tout le débat de ces pays, de comment les pays africains sont intégrés dans l'économie du monde dominant, il n'y a pas eu de débat suffisant des thèmes que Samir Amin a essayé d'aborder, c'est-à-dire le procès dans lequel ça se passe. Moi, je crains que les élites font partie de la classe capitaliste transnationale, qu'ils ne sont même pas le besoin de penser davantage sur ce thème. Et moi, je crois que c'est là
où se trouve la tragédie, c'est les intérêts de rester dans la colonie intégrée internationale au lieu d'essayer d'établir un peu d'autonomie. On est dans une période de crise massive aux États-Unis. Il y a des ouvertures potentielles. Il y a des débats de la fracturation de la unipolarité. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Et je crois que la question numéro 2, pour les plusieurs pandémies, il y a beaucoup d'investigations, de recherches, beaucoup d'intérêt quant à la médecine traditionnelle à travers du continent. Et ce qu'on a fait dans l'Institut de recherche il y a plusieurs années, il y a des débats très intéressants de cela. Je ne sais pas si ça va plus au-delà de la recherche et la documentation. Je n'ai pas vu d'évidence des essais épidémiologiques. Oui, je crois que Big Pharma domine le champ le champ sanitaire. Et je ne crois pas qu'on peut profiter directement de faciliter la présence de Big Pharma. Bon, je vais arrêter là et Michael, tu as la parole. OK. Oui, on peut. Oui, et après, on va parler de maths. On peut l'écrire de plusieurs façons, mais moi, je l'ai écrit à M-A-A-T. Les Égyptiens croyaient que tout, s'y inclut les humains, les animaux, les plantes, avaient une nature divine, qu'ils ils avaient tout émergé de la même substance. Et donc, c'était très important de maintenir l'équilibre du monde vivant et la vie après la mort. Et surtout dans le monde vivant, le système de croyance avec cette idée de maths qui fondamentalement croyait qu'il fallait traiter les gens avec la justice, c'est-à-dire tout le monde pareil, et que la vérité était centrale à cette idée de traiter tout le monde pareil et égal. Et il fallait exister une vie éthique qui donnerait l'équilibre nécessaire pour que la société puisse continuer et pas collapser au chaos. Et l'être comme le Fils de Dieu était responsable pour maintenir le maths. Mais malheureusement, cette évidence historique montre qu'on n'a pas fait toujours. Et comme résultat, il y a une rébellion qui est assez bien connue. Et il y a des exemples des protestes. Pourquoi est-ce que tu ne traites pas tout le monde pareil? Pourquoi est-ce que tu n'adhères pas à maths? Mais c'est un problème crucial, fondamental, parce que l'Égypte ancienne n'était pas une société égalitaire. Étant donné que quelques gens étaient plus puissants que d'autres, pas tout le monde était traité pareil. Et comme résultat, c'était à la fois difficile à dire que la justice
que la justice, dans le sens que tout le monde était traité pareil, existait toujours. Néanmoins, il y a eu des efforts systématiques pour garantir que ça marchait. Et ça, c'est l'idée, basiquement. Aussi, c'est inclut la contradiction. Mais ce qui est important, c'est que les gens, ils écrivaient de ce thème. Et ces débats de ces thèmes ont eu lieu. L'idée de la civilisation écologique, y a-t-il une idée dans les pensées néolithiques à propos de, par exemple, les relations des gens avec la nature étaient évidemment des sociétés. Il y avait les sociétés anciennes avaient une compréhension de la nécessité de ne pas contredire la nature. Mais ce qu'on peut dire qui était très important de l'Égypte ancienne, c'était leur relation avec les mathématiques. Et ils n'étaient pas les seuls inventeurs des mathématiques. Et leur effort pour comprendre les planètes comme ils les voyaient dans le ciel et la centralité du Soleil, et qui est au contraire de leurs croyances politiques. Et voilà qu'ils voulaient prédire la inondation du Nil et quand il y aurait des problèmes. Et peut-être vous pouvez savoir ou pas qu'ils étaient si sophistiqués qu'ils ont construit quelques-unes de leurs structures incroyables d'une telle façon pour que pendant certaines époques de l'année, on pourrait voir des alignements dans leur structure architecturelle. Je ne suis pas expert de l'Égypte ancienne, mais il me paraît qu'on peut trouver des textes qui parlent de cela en détail et qui débattent les mathématiques égyptiennes. Et probablement, il y a de nombreux textes qui traitent l'importance de leurs croyances dans l'environnement naturel. Il nous reste encore quelques questions. Je vais les reprendre une par une. Question numéro 5. Dans le livre édité par le professeur Nego Cosmos, il y a un titre, Le conte du paysan des anciens temps. Dans les mouvements de reconstruction ruraux en Chine, je fais partie de ce mouvement. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce conte. Question numéro 6. Question numéro 7, pardon. Est-ce que les idées de Fanon sont populaires chez les jeunes en Afrique? Et si oui, dans quel aspect, dans quelle mesure? Question 8. Comment l'idée des zapatistes, Rojava, des communes au Venezuela, Kerala, ou de la reconstruction rurale en Chine sont reçues en Afrique? Alors, le conte du paysan est une histoire fascinante. Ici, nous avons un conte, une histoire qui a été écrite par des scribes à l'époque. J'essaie de retrouver la date. Je vais voir un petit peu si je retrouve la date. Ah oui. 3000 avant notre ère. C'est ça. 3000 ans avant notre ère. De quoi parle cette histoire? Eh bien, c'est l'histoire d'un paysan qui se rend au marché pour vendre ses produits et il est dupé. Il est dupé sur son retour par un agent du gouvernement qui vole tous ses produits et qui le fouette.
Et le paysan va se plaindre auprès de l'un des administrateurs de la région qu'il connaît. Et je crois qu'il remplit près de 9 plaintes différentes auprès de ce haut représentant par rapport au fait qu'il a été dupé, trompé. Et c'est précisément l'argument auquel je faisais référence un peu plus tôt, qui disait que l'argument fondamental était que l'État est tout-puissant et que normalement, ils sont censés garantir la justice et que là, ce n'est pas le cas. Parce que ici, le paysan explique qu'il a été abusé par un bureaucrate, tandis que les juges et le monde autour de nous, lui, s'effondre. Ici, le paysan fait référence au fait qu'il y a une crise dans la société égyptienne, que les populations n'ont peur de sortir le soir parce qu'elles ont peur d'être volées, qu'elles ont peur que les juges abusent de leur pouvoir, qu'ils ont peur de se faire voler leurs produits. Et par conséquent, la société et les puissants n'obéissent plus à cette idée de maths, de justice, d'équité. C'est vraiment un texte fascinant parce que ici, nous voyons qu'il y a une personne issue des classes sociales la plus pauvres conteste le pouvoir des puissants ou des personnes haut placées en leur expliquant qu'elles ne respectent pas leurs propres idées de ce qui est juste. Dès lors, nous avons un texte vraiment central, un texte politique sur cette relation entre les personnes du peuple et le pouvoir de l'État. Et c'est de ça dont on parle ce texte. J'espère que nous aurons la possibilité d'échanger à ce sujet. Est-ce que les idées de Fanon sont populaires? Alors, c'était la question numéro 7. Je suppose que c'est une question plutôt pour Nigel. Mais de ce que je peux dire, c'est que Fanon est énormément lu en Afrique du Sud. Je n'en sais pas vraiment plus pour le reste du continent. Et je sais par exemple que Hassan Barry Basundololo je sais que qu'il lit énormément Fanon, notamment pour exprimer ses arguments et ses idées. Pour savoir quelles idées spécifiques sont intéressantes pour les jeunes en Afrique, je ne peux dire. Je ne peux m'exprimer à ce sujet. Je ne sais pas si Firoz aimerait ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a une grande conscience autour de Fanon, notamment au nord de l'Afrique. Je pense qu'il y a une montée de cet intérêt en Algérie, en Tunisie, en Maroc. Je pense que l'une des difficultés que les individus ont, c'est que bien que le livre Les damnés de la terre soit un livre tellement complet qui couvre tellement de sujets, il n'est pas le livre le plus simple à lire. Et je pense que le travail de Sayles est très important parce qu'il essaye finalement d'expliquer comment lire Fanon et comment lire son livre Les damnés de la terre. Pouvoir le lire de manière à mieux comprendre un petit peu les différents arguments exposés par Fanon dans son œuvre. Et je pense que oui, c'est un défi. Et je pense que certaines personnes vont étudier certains chapitres. Et il y a une tendance dans le public de caractériser Fanon comme étant un défenseur de la violence, mais ces personnes interprètent mal son travail. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour un petit peu peut-être expliquer, expérimenter de nouvelles techniques
développé par Yakit Sells en prison pour mieux lire le travail de Fanon, et lorsqu'il a écrit notamment les méditations sur le livre de Fanon. Je pense que ce livre a été, oui, très, très intéressant et qu'il peut être une clé. Nigel, peut-être que vous pourriez nous rejoindre maintenant dans la conversation et expliquer un petit peu votre point de vue. Oui, merci Firoz. C'est une excellente question parce que Fanon est toujours redécouvert finalement. La thématique, bien sûr, le problème, c'est que quand on parle de découvrir Fanon, c'est comment les personnes ont accès à ce livre. Il est assez cher, en tout cas en dehors des cercles académiques. Donc, beaucoup de jeunes qui lisent Fanon en Afrique sont déjà liés aux académies et aux universités. Et contrairement à ce que disait Michael, par rapport au mouvement des shack dwellers, des habitants des bidonvilles, mais Fanon a toujours eu un public africain. Et dans le livre qui a été publié par Firoz, Fanon aujourd'hui, l'un des sujets, par exemple, celui du Kenya qui utilise la description de Fanon, de la description des villes coloniales, avec cette description manichéenne en disant qu'il y a d'un côté les secteurs européens et de l'autre côté, vous avez les secteurs entre guillemets natifs. Ça, c'est un concept qui continue à être découvert et réfléchi et examiné dans la situation contemporaine. Et c'est ça dont parlent les auteurs au Kenya dans leurs articles. Il y a aussi la manière dont Firoz a parlé de l'Algérie, la redécouverte de Fanon en Algérie et bien sûr l'importance de Fanon en Afrique du Sud. Et notamment dans le livre, la discussion sur les habitants des bidonvilles qui n'ont pas, qui ont une version PDF mais pas une copie en livre. J'y étais en 2020 et je distribuais des pages, des conclusions du livre Les damnés de la Terre. Et nous en avons discuté avec eux. Et il y avait une véritable pensée par rapport à ce que disait Fanon, à ses arguments, à ce que disait Firoz. Il faut vraiment lire lentement, en groupe. Ce n'est pas dans un séminaire en version académique, c'est vraiment avec des groupes de personnes qui pensent ensemble, qui réfléchissent ensemble à quels sont les arguments de Fanon et en quoi ils peuvent nous aider à comprendre notre situation actuelle. Et c'est ça que font les habitants des bidonvilles dans leurs écoles. Quand il y a une école Frantz Fanon. Ce qui a toujours été important pour les lecteurs africains, c'est son analyse de ce qu'il appelle les mésaventures de la conscience nationale. Ça a été repris au Kenya dans les années 60 et dans les années 90 ou 70, lorsque l'auteur kenyan Ngugi wa Thiong'o et aussi par Alaman Masweni qui rédigeait des livres sur ce que disait Fanon par rapport à la langue, mais aussi sur toutes les critiques des échecs, et c'est ce que Fanon fait de manière remarquable dans ce chapitre, les échecs des nouvelles élites, les échecs des élites nationales, et ça, c'est juste après l'indépendance. Et aujourd'hui, nous vivons toujours dans cette situation, nous faisons toujours face à cette séquence, ce moment des échecs. Quand j'étais en Afrique du Sud, la première fois où je m'y suis rendue, au début des années 2020, j'ai présenté un cours sur Fanon et les étudiants sont venus et ils ont lu le damné de la Terre, des jeunes étudiants à l'université. Ils lisaient le livre et ce qu'ils avaient fait, c'est que pendant qu'ils lisaient une page de Fanon, ils avaient changé les noms. Ils avaient changé des chefs de parti ou des partis eux-mêmes.
ou certains leaders nationalistes, certains politiques actuels finalement, et qui faisaient partie de cette action néocoloniale. Et il avait simplement appliqué Fanon à la situation actuelle. Donc même pour la première lecture de Fanon, il y a déjà quelque chose à trouver dans les écrits de Fanon, et pas seulement dans les sens les plus complexes de que faire, mais rien que la première pensée, utiliser son analyse pour comprendre et généraliser notre situation, c'est-à-dire trouver de nouveaux lecteurs dans chaque génération. Gustave, oui, un commentaire de Gustave. Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre et à vous exprimer, car nous avons votre message dans le chat. Donc, Gustave, est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Oui, je me souviens qu'en 2012, à Dakar, in AfriCities, the meeting of the African mayors, lors d'une réunion avec there was a les maires delegation of the africains, Chinese municipalities with the president of the Chinese il y municipality. avait une réunion avec les présidents des municipalités chinoises, And he declared et il a to the African déclaré mayors, aux maires africains, you la know, jeunesse du monde est en know this. Afrique, et nous Now le savons we have less parce youth. qu'en Chine, nous avons moins de jeunes. The raw materials, Les matières premières sont en Afrique. Oui. Nous savons également que les dynamiques sont très importantes en Afrique. that the Africans give themselves institutions that guarantee their Et il independence. faut que les Africains aient des institutions qui puissent garantir leur indépendance. Je pense que cette remarque était vraiment très pertinente. Merci beaucoup, Gustave. Nous avons maintenant plus de 1200 viewers sur Bilibili. Et beaucoup d'entre eux sont de jeunes Chinois, de jeunes followers. Du coup, nous sommes très fiers de voir que les jeunes en Chine et aussi en Afrique sont très intéressés par cette thématique. Et nous sommes ravis de pouvoir garantir cette amitié durable entre nos deux continents et entre les jeunes de ces deux continents. Firas, est-ce que vous aimeriez répondre à ces questions? Oui, je pense qu'il y en avait une importante, la question. Huit, comment les idées des zapatistas, des Royavas, des comunes au Venezuela, Kerala, de la reconstruction rurale en Chine, comment elles sont perçues en Afrique? Je pense qu'il y a une certaine conscience par rapport à tous ces mouvements, mais je ne crois pas que les vraies questions, les vrais problèmes qui émergent de ces situations quant à l'autodétermination, par rapport à la démocratisation populaire, soient vraiment vécues et organisées dans ce sens. Je déteste le mot gouvernance, désolé, mais on parle ici d'autodétermination et je pense que ce sont des éléments sur lesquels nous devons plus prêter attention. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais je serais très intéressée pour rassembler une nouvelle série de séminaires, mais peut-être aussi des livres qui puissent permettre ce partage d'informations. Donc, je suis ouvert aux suggestions, bien entendu, si vous en avez, sur comment on pourrait échanger davantage et avoir ces connexions. Par exemple, avec une conversation avec des auteurs, j'en ai eu avec une autrice qui écrit un livre actuellement en espagnol et que nous essayons de trouver un moyen de le traduire vers l'anglais pour pouvoir le diffuser de manière plus mondiale. La plupart de nos livres sont disponibles en téléchargement en PDF depuis nos sites Internet. Donc, la question du coût n'est donc plus un problème, n'est plus quelque chose qui est pris en compte. Mais oui, j'aimerais beaucoup discuter davantage à ce sujet.
Je vois qu'il y a une question qui a été soulignée. Au Brésil, il y a de plus en plus d'intérêt porté à la pensée politique africaine. Fanon et d'autres penseurs sont soulignés. Il est important pour nous que nos professeurs qui travaillent à l'université aient accès à ces livres et ces articles. Oui, très, très bonne question. Kinchi has asked me to say something about Daraja Press. I guess this is the commercial break, you know. Well, I mean, we're a small publisher. We've published about 70 or so books and have got about 20 or so more in the pipeline. And most of them are focused on the struggles that are going on across the world, but especially what's now referred to as the global South. There's also, let me just share the screen here. That might give you some idea of the kind of books that we are publishing. Recently, we published a little pamphlet by Roxanne Dunbar Ortiz, which is taken from her much larger book on settler colonialism. And you'll see there's a variety of different topics that we have covered. Michael Neocosmos brought together a book on the politics and culture and African emancipatory thoughts, which has essays by Amilcar Cabral and Wamba Diawamba. We've published a series of books on the Kenya liberation struggles, including a new edition of Mau Mau from within the story of the Kenya Land and Freedom Army, and as well as publishing a collection of 3 essays or 3 interviews with militants from the Kenya Land and Freedom Army. Fanon Today, which Nigel has edited and spoken about more recently, material on Palestine, materials on uprisings. And our policy here is we produce small pamphlets as well, because young people seem to have often difficulty beginning the process of learning to read more extensively. And so we produce shorter pamphlets which help people get into and discover debates. We also publish novels and poems. This one here, Love After Babel, and other poems, was awarded received an award from the Caribbean Philosophical Association. We publish theoretical stuff on dialectics of revolution, and we're about to publish a book on Herbert Marcuse and his revolutionary ecological thinking. It's as I said, we're a small press. We've are trying to see books not so much as commodities, but as a means for sharing ideas, a means for engaging in struggles. We've also done many podcasts over the last couple of years. I think about 120 podcasts on various topics, but they were originally started around the issue of COVID and how militants on the ground across the world have been dealing with that. For some reason, I'm not able to see the page. It's slow connections, I suspect. Here, we're still on DonkeyNet here in this little town that we live in. So anyway, that gives you some idea of the kind of work that
Daraja Press plays, and we hope to be able to publish many, many more. And I think some of the ideas that people have expressed here are ones that I think we ought to explore further. The website is it's there, and you can see our blogs, our podcasts, as well as the range of books, including our forthcoming titles. Thank you. The press is yeah, okay. And Beatrice, could you also want to say something? Just to say what I mentioned in the chat, that there is a growing interest in Brazil and Latin America, of course, in the African political, and not only political thinking, but thinking in general, literature, as well as Asian. I think the Latin Americans are nowadays trying to reinterpret their own history, because we have to manage to go out of this trap we are in for a long time. And therefore, it's most important for Latin Americans, or for at least a lot of us think like that, to understand our reality through our own eyes and through the African experience and the Asian experience, and not anymore through the European and North way of thinking, because there are no answers for our challenges. So in this sense, I also would like to congratulate you, Jade and Kinshi, and all the speakers who are being discussing these topics, which are so important for us. Thank you very much. I'm speaking from Rio de Janeiro. I'm professor at the Federal University of Rio in Africa, in political science. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Beatrice. I mean, I think it is interesting that Brazil is very important because you know, more than 80% of the slaves who were captured, people who were captured and enslaved, were actually ended up in that region. And one of the striking things I found was I was invited, when I was in Kenya, I was invited to come to a conference about the African diaspora organized by Brazilians. And when I arrived there and got talking to people, they said to me, it's very nice to have somebody from the African diaspora. And what they talked about the African diaspora was the African continent. Whereas we talk about the African diaspora as being outside the African continent. So I think it's a really interesting perspective. They see them, there's a huge, you know, more than half the population is of African origin, and they see themselves as African and those who are left behind on the continent as the diaspora. So it was a real education for me. Okay, thank you very much. And we finished the first series of African peoples fighting for liberation, but we will have the second series about the African thinkers. So now we are organizing and also have a good plan with Philos and also Michael. So we are so glad we will have the second series. And meanwhile, we also to have a great plan to produce the translation project. That means we will translate a lot of books in Chinese and to provide an alternative perspective on how to read the world. And of course, is a pro-people or people-centered perspective. So thank you very much. And we will meet again. Thank you.